Bonsoir et bienvenue à France 24. Je suis Raphaël Kahn et il s'agit de l'entretien de l'économie. Mon invité ce soir est un homme paradoxal, un des plus célèbres hommes d'affaires du monde, un aventurier, un homme qui a battu tous les records en mer et dans les ciels. Et lorsqu'il a lancé sa première affaire, c'était un magazine qui s'appelait Student, étudiant, quand il était étudiant. Ensuite, il a bâti un empire commercial sous le nom de marque Virgin, qui est très diversifié dans la téléphonie mobile, les voyages spatiaux, et c'est un chevalier britannique, Sir Richard Branson. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Vous êtes à Paris pour le lancement d'une initiative internationale, Global Euro, un engagement contre le désarmement nucléaire, pour le désarmement nucléaire total. Comment un homme d'affaires comme le vôtre, qui a visité des pays comment amener les États-Unis et la Russie à abandonner ce qui est à la base de leur domination depuis un demi-siècle? Eh bien, nous n'allons pas forcément réussir, mais je pense vraiment que, vous savez, c'est vraiment l'une des 2 ou 3 menaces les plus importantes de l'humanité. Et je crois que si le monde occidental ne réagit pas et ne recule pas sur ses armes nucléaires ou idéalement les abolisse, comment ensuite pouvons-nous dire à des pays tels que l'Iran de ne pas construire d'armes nucléaires? Donc, à notre avis, nous devons essayer de persuader toute nation qui possède des armes nucléaires d'essayer de s'en débarrasser. Et je pense que le monde sera beaucoup plus sûr si nous y arrivons. Un autre aspect de votre activité humanitaire est votre engagement contre le changement climatique. Vous avez décidé d'investir vos bénéfices dans Virgin dans l'environnement. Vous avez promis 3 milliards de dollars, mais d'après vous, vous avez mis du temps pour accepter l'évidence du réchauffement climatique. Qu'est-ce qui vous a amené à changer d'avis? Eh bien, je crois qu'on a davantage de preuves qui nous démontrent que le réchauffement climatique est une pure réalité. J'ai eu le privilège de rencontrer des gens, de connaître assez bien des gens tels que Al Gore qui m'ont parlé de beaucoup de choses, connaître des gens tels que James Lovelock, Tim Flannery, qui sont des écrivains fantastiques sur le sujet, des scientifiques. Et je pense que le monde va potentiellement arriver à des problèmes fantastiques, terrifiants, sauf si nous prenons des mesures immédiates pour y réagir. Il y a d'autres raisons pour lesquelles nous devrions avancer rapidement, essayer de trouver des carburants alternatifs. Nous sommes en plein cœur d'une récession très impressionnante en ce moment, mais seulement 1 an ou 2 après cette récession, nous allons être face à une pénurie du carburant et nous allons avoir des prix qui vont remonter à $200 du baril à nouveau. Et une autre récession exceptionnelle. Donc il faut essayer de trouver des carburants alternatifs, il faut les trouver rapidement. Mais cet investissement de la part de Virgin ne va pas aller vers des œuvres de charité, mais vers Virgin Fuels, qui va développer les biocarburants. N'êtes-vous pas préoccupé par la controverse récente sur le rôle des biocarburants, leur contribution à la hausse des prix des produits alimentaires? Eh bien, je crois que les biocarburants à base de maïs n'est pas vraiment la réponse. Un petit peu de carburant à base du maïs, ça peut encore aller. Les biocarburants à base de betterave à sucre, c'est bien d'une façon générale, car les endroits où l'on exploite ces betteraves à sucre ne sont pas un endroit où vous ferez pousser de nourriture. Mais de façon générale, ça sera des algues ou des biocarburants à base de cellulose, où nous utilisons les déchets pour faire nos carburants, ou du butinol, qui ne gèle pas à 20 000 pieds, ce qui donc pourra nous permettre de l'utiliser pour les avions. C'est ce type de domaine qui pourra être les domaines du futur. Les leaders mondiaux sont réunis à Poznan, en Pologne, pour essayer de convenir d'un nouvel accord commercial mondial pour prendre la succession du protocole de Kyoto. Que dites-vous aux
chefs politiques et économiques qui sont préoccupés par la menace grandissante de récession et qui sont de plus en plus réticents à faire les concessions pénibles nécessaires pour ce pacte. Je crois que l'alternative pour nos enfants et nos petits-enfants est trop triste. Nous avons ce monde fantastique dans lequel nous vivons, que Dieu nous a donné, qui est pratiquement parfait, un climat pratiquement parfait de par le monde, et il ne faut pas le détruire. Il ne faut pas détruire les poissons dans l'océan, il ne faut pas détruire les forêts tropicales. Il faut vraiment se rassembler tous ensemble et faire quelque chose. Et si ça veut dire une certaine quantité de choses qui sont douloureuses pour les entreprises, eh bien soit, du moment que chaque entreprise est traitée de façon égale pour que cette douleur est distribuée, eh bien je pense que les entreprises peuvent le supporter. Il y a également beaucoup d'idées qui ne coûtent pas d'argent et nous sommes en plein processus d'établir vraiment une guerre sur le carbone pour essayer de coordonner cette attaque contre le carbone, essayer de trouver les meilleures pratiques, les disséminer de par le monde et essayer d'encourager les gens à mettre en pratique ces choses-là. Les pays à travers le monde s'attendent à la nouvelle administration, à ce que la nouvelle administration Obama joue un rôle de leader pour parvenir à un accord mondial en matière de changement climatique. Quelle est votre réaction à l'élection de Barack Obama? Eh bien, oui, je dois dire que j'ai bien fêté la chose. Je crois que le monde est beaucoup plus heureux aujourd'hui qu'il ne l'a été pendant ces 8 dernières années. Les 8 dernières années étaient terribles, des années terribles au point de vue des conflits, au niveau du changement climatique, des années terribles du point de vue financier. Et l'état dans le monde, dans lequel le monde est laissé aujourd'hui, était terrible. Donc c'est très bien qu'une nouvelle page de l'histoire soit tournée. Je pense qu'aujourd'hui, Obama peut travailler avec des pays tels que la France, l'Europe et d'autres pays et essayer de traiter certains de ces problèmes du monde auxquels on peut faire face. Il s'engage sur le changement climatique, il s'engage sur les questions du Moyen-Orient. Et je crois que si nous travaillons tous de façon très proche avec lui, certaines de ces questions peuvent être résolues. Les attentes sont très élevées. Est-ce que vous pensez qu'il pourra créer 2,5 millions d'emplois alors que la récession vient de détruire 2 millions d'emplois depuis 12 mois? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Qu'est-ce qu'il devrait faire? Eh bien, le secteur dans lequel il faut créer des emplois partout dans le monde, c'est dans les carburants propres, les énergies alternatives. Nous ne devons pas nous baser uniquement sur le Moyen-Orient pour notre approvisionnement en carburant, tout particulièrement puisque le carburant en soi est une matière première en déclin. Donc oui, je pense qu'il peut créer des centaines de milliers de nouveaux emplois. Ça va être plus difficile dans cet environnement que ça ne l'aurait été par le passé peut-être, mais ça veut dire que les importations vers les États-Unis vont fortement baisser et donc l'efficacité de la création de ces emplois sera assez bonne et à un coût assez faible. Et je crois que l'Europe a besoin de faire la même chose. C'est un problème global qu'il faut traiter. Virgin Money, votre entreprise de services financiers, a envisagé d'acheter Northern Rock, la banque hypothécaire britannique qui était au bord de la faillite. Comment la récession affecte-t-elle le groupe Virgin? Eh bien, nous portons mieux que la plupart. Je crois que la marque Virgin est forte. Nous avons pas mal d'expérience. Nous sommes relativement bien respectés. Dans notre portefeuille d'activité, nous avons 5 compagnies aériennes. Et il y a seulement quelques mois, nous payions $150 le baril. Et maintenant, nous payons $35. Donc, il y a certains avantages dans cette récession également pour notre industrie de l'aéronautique. Mais nous avons également vu beaucoup de nos concurrents qui ont fait faillite. Donc même si peut-être moins de gens voyagent, il y a également moins de sièges à vendre. Donc nous n'en avons pas trop souffert. Et Virgin est très diversifié. Au contraire de la plupart des grandes entreprises qui se spécialisent dans un secteur, nous avons 200 entreprises différentes. Donc certaines choses souffrent peut-être un petit peu, mais dans l'ensemble, nous portons plutôt bien. Le transport aérien a été très touché par la crise et ce secteur a également souffert de l'augmentation de la concurrence avec la libéralisation du trafic transatlantique. Vous avez exprimé votre préoccupation face
au projet de fusion entre British Airways et American Airlines. Est-ce qu'une telle alliance signerait la mort de Virgin Atlantic, qui devrait devenir une société low cost comme Virgin America aux États-Unis? Je pense que les gens qui vont survivre sont ceux qui ont les compagnies aériennes de meilleure qualité. Virgin Atlantic, je pense, la meilleure compagnie aérienne du monde. Et donc, nous survivrons. Ceci étant dit, nous pensons que les autorités de régulation de la concurrence en Europe et aux États-Unis devraient empêcher des entreprises énormes telles que British Airways, American Airlines, Qantas, Iberia. Ces quatre-là veulent fusionner en une seule méga entreprise. Et on devrait leur dire non, soyez en concurrence du point de vue du consommateur. Tout le monde sait que la concurrence, c'est très bon pour la consommation. Et si les entreprises essayent d'utiliser cette crise mondiale financière comme une excuse pour berner les autorités de régulation de la concurrence, on devrait les empêcher. Elles ne vont pas faire faillite si facilement, elles peuvent survivre et je pense que les consommateurs ne devraient pas en souffrir. Comment pouvez-vous réconcilier la contradiction entre le fait d'être favorable à un pacte contre le réchauffement de la planète et en même temps un des propriétaires les plus importants de compagnies aériennes? Eh bien, j'ai découvert le changement climatique après avoir lancé mes compagnies aériennes. Et je peux soit revendre mes compagnies aériennes à quelqu'un d'autre qui vont continuer à les exploiter et polluer le ciel, ou bien l'autre option, c'est d'utiliser les bénéfices de ces compagnies aériennes pour essayer de trouver un carburant que nous pourrons utiliser dans nos avions qui ne sera pas mauvais pour l'environnement. Et nous avons choisi la dernière solution. Et j'endors bien la nuit en conséquence, sachant que c'est ce que nous faisons. Votre prochain défi est d'envoyer des personnes dans l'espace et avec votre nouveau vaisseau spatial sous-orbital, vous avez déjà vendu il y a 3 ans des billets, les premiers billets. Quand est-ce que nous verrons les premiers voyageurs de l'espace sous Virgin, sous la marque Virgin? Eh bien, dans le mois à venir, notre vaisseau mère, Eve, va décoller. Le vaisseau mère est donc le vaisseau qui emmène la navette dans l'espace. Puis, dans environ à peu près 1 an, nous allons commencer à faire des tests sur cette navette dans l'espace. Et je pense que d'ici 2 ans, nous pourrons commencer à emporter des passagers dans l'espace. Nous allons le faire en plus à un coût vraiment mineur pour l'environnement par rapport à la NASA. Et nous allons pouvoir envoyer des navettes dans l'espace à des satellites pratiquement pour aucun coût pour l'environnement et une fraction du coût par rapport à ce que l'on faisait avant. Donc bien sûr, c'est un projet extrêmement excitant. Et ça sera la seule compagnie de voyages spatiaux dans le monde. Et nous sommes fiers d'avoir le nom Virgin dessus. Merci beaucoup, Sir Richard Branson, d'avoir été notre invité. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé l'entretien. Restez avec nous sur France 24. Merci.